الا قلت لك قناه اسرائيليه كتكلم على المغرب يقدر يجيك هادشي عادي، ولا قلت لك كتجبد العلاقات ديال المغرب القديمه خصوصا مع الملك محمد الخامس ممكن يجيك هادشي عادي. ولكن هاد التوقيت بالضبط هي اللي ماشي عاديه. اي اكيد كاين واحد الزخم ديال امريكا وكتساند المغرب وكذا، واسرائيل حتى هي حليف، ولكن علاش بالضبط في هذا الوقت هذا في احداث ديال سبته، وفي نفس الوقت يتكلموا على قوه الاستقرار اللي كاينه في غزه، اللي المغرب من الدول القليله اللي قبلوها انها تكون في غزه. خليك تشوف هذا الحوار اللي متنوع في بزاف الامور، فيه الماضي وفيه الحاضر وربما فيه حتى المستقبل. واجي في اخر فيديو نهضروا ونشوفوا هذا الدعم هذا ولا هذا الزخم الاعلامي على المغرب، على شنو نحاولوا نفسروا نعطوه فرضيات شنو بالضبط المعنى ديالو في المستقبل في هذا التوقيت بالضبط. نخلو في اخر فيديو مزيد من التفاصيل. Ce lien particulier entre Israël et le Maroc. Il existe des relations diplomatiques fondées sur des intérêts. Et puis il existe des relations qui reposent aussi sur une mémoire et une histoire. C'est ce que représente cette relation entre Israël et le Maroc. Quand l'Europe livrait les Juifs aux nazis, le roi Mohamed V a refusé de les abandonner. Son attitude pendant la Seconde Guerre mondiale est restée gravée dans la mémoire de générations entières de Juifs marocains. Et cet attachement ne s'est pas arrêté avec leur départ vers Israël. Sous l'impulsion du roi Mohamed VI, le royaume chérifien a choisi de restaurer des synagogues, des cimetières et des quartiers juifs. Il a choisi de préserver cette histoire, de l'enseigner et de rappeler que le judaïsme n'est pas une présence étrangère au Maroc, mais une partie intégrante de son identité. Depuis le 7 octobre 2023, ce lien est pourtant soumis à une pression considérable. Dans les rues marocaines, des manifestations réclament régulièrement le rejet d'Israël, mais le royaume tient bon et décide de maintenir ses relations diplomatiques. Il préserve le dialogue et la coopération, alors qu'il aurait été beaucoup plus simple de tourner le dos à Israël. Et cela, il faut le saluer. Et puis, il faut savoir qu'en Israël, le Maroc n'est pas un pays comme les autres. Des centaines de milliers de familles y puisent leurs racines. Sa cuisine, sa musique, ses traditions, sa langue et ses fêtes font partie du paysage culturel du pays. Le Maroc est vivant dans la mémoire de très nombreux Israéliens. Jérusalem et Rabat ne partagent donc pas seulement des intérêts stratégiques, ils partagent une histoire, une culture et des liens humains qui traversent les générations. Et c'est ce qui rend cette relation si particulière et si précieuse. La relation entre Israël et le Maroc ne s'est pas construite en un jour. Elle est le fruit d'une histoire ancienne, d'un rapprochement politique assumé, et elle repose aujourd'hui sur des intérêts stratégiques qui dépassent largement les crises du moment. Retour sur les grandes étapes de ce partenariat avec Chani Guidalia. L'histoire entre le Maroc et Israël plonge ses racines dans près de 2000 ans de présence juive dans le royaume chérifien. Le sultan Mohamed V reste dans la mémoire collective le protecteur des juifs marocains pendant la Seconde Guerre mondiale. Sous le régime de Vichy, des mesures anti-juives sont imposées dans le pays, mais le souverain affiche publiquement son attachement à ces sujets juifs et refuse de les exclure de la communauté nationale. Après la création de l'État d'Israël, l'essentiel de cette communauté quitte progressivement le Maroc. Plus de 250 000 juifs marocains s'installent en Israël au fil des décennies. Leurs enfants et petits-enfants constituent aujourd'hui l'une des communautés les plus importantes du pays. En décembre 2020, ces liens historiques sortent définitivement de l'ombre. Dans le cadre des accords d'Abraham, Rabat et Jérusalem annoncent la reprise officielle de leurs relations. En contrepartie, Washington reconnaît la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, priorité stratégique absolue du royaume. En août 2021, le ministre israélien des Affaires étrangères, Yair Lapid, inaugure le bureau de liaison israélien à Rabat. Les deux pays ne vont pas encore jusqu'à ouvrir des ambassades, mais les échanges s'accélèrent. La coopération devient militaire, économique et technologique. Un accord de défense signé en novembre 2021 formalise la coopération sécuritaire, le partage d'expertise et les relations entre les industries militaires des deux pays. Les vols directs favorisent le tourisme, des partenariats se développent dans l'agriculture, l'eau, la cybersécurité, la recherche et l'enseignement supérieur. La relation devient alors stratégique. Mais depuis le 7 octobre 2023, cette normalisation est soumise à une pression sans précédent. Dans les rues marocaines, des milliers de manifestants dénoncent les opérations israéliennes et réclament la rupture des relations diplomatiques. Pourtant, le Maroc ne rompt pas ses relations. Les bureaux de liaison restent en place. Le pouvoir marocain continue de défendre officiellement la création d'un État palestinien tout en préservant son canal avec Israël. Une relation qui permet aussi au Maroc d'acheminer de l'aide humanitaire vers Gaza,
par une route passant par Israël. Dans le même temps, les coopérations sécuritaires se poursuivent, loin des projecteurs. Pour le Maroc, Israël est un fournisseur de technologies militaires et de renseignements dans un environnement marqué par la rivalité avec l'Algérie, l'instabilité au Sahel et l'influence régionale de l'Iran. La relation entre Israël et le Maroc avance désormais, solide dans les coulisses, beaucoup plus fragile en public. Le reportage le montre bien, malgré les tensions et les pressions, la relation entre Israël et le Maroc continue d'avancer. Mais jusqu'où peut-elle aller et sur quoi repose-t-elle réellement aujourd'hui? Pour en parler, Chani Guidalia est avec moi en plateau. Bonsoir Chani. Bonsoir Myriam. Et nous allons accueillir ensemble l'invité de Regards Croisés. Daniel Rouage, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes vice-président fondateur de la Chambre de commerce Israël-Maroc. Vous êtes professeur émérite d'université. Vous êtes né d'ailleurs au Maroc. Je vais d'abord vous poser une question un peu plus personnelle. Quelles sont les relations que vous entretenez personnellement avec votre pays de naissance? Les relations sont très fortes, tout à fait naturelles. Si vous m'observez bien, il me manque un doigt et je ne vois pas de l'œil droit. J'ai eu un accident au Maroc à l'âge de 6 ans. C'était un détonateur qui a sauté. Donc, tous les matins, impossible d'oublier le Maroc. Mais le Maroc n'est pas uniquement une histoire, c'est également une histoire familiale extrêmement forte, très puissante. Et au-delà de ça, j'ai beaucoup appris en côtoyant Yehuda Lankri, qui est président de la Chambre de commerce Israël-Maroc. J'ai compris que dans certains cas, quand on veut aller trop vite, trop loin, ça se passe mal lorsque on ne prend pas les étapes une à une. Et ce que j'ai compris, c'est que le Maroc, c'est un pays très attachant, très particulier. Et je suis sûr qu'un jour, vous me réinviterez, je viendrai avec mon passeport marocain, je le sortirai. Et je vous dirai, voilà, je suis également marocain. Alors tout le monde me dit, mais qu'est-ce que ça t'apporte? Je lui dis, c'est un symbole très fort. Le Maroc est dans mon cœur, il est avec moi. Et j'ai bien entendu le passeport français, j'ai eu des honneurs avec la France. Mais le Maroc, c'est un pays très particulier. Je l'ai constaté également ici en Israël, parce que pendant 12 ans, j'ai été président de la Chambre de commerce Israël-France. Et quand j'ai quelque part basculé vers Israël-Maroc, j'ai vu des choses totalement différentes. Quand on parle de la France, il y a certaines limites dans la relation amicale. Et quand on parle du Maroc, c'est toujours avec beaucoup de charme, beaucoup de plaisir. Et également, votre reportage est absolument excellent parce qu'il y a quelque part le mot secret. Une toute petite anecdote, le nombre de Marocains qui viennent ici en Israël n'est pas connu. Le monde des affaires continue, le monde culturel. On fait tout pour être très distrait. L'anecdote, c'est j'étais Rehov Rothschild, la rue Rothschild. Nous avions un événement. Dans la salle, il y avait une quinzaine de Marocains qui étaient là. Des Marocains purs et durs qui sont venus spécialement du Maroc. Et quelqu'un a voulu prendre une photo, une vidéo, etc. Donc j'ai interrompu la séance en disant non. Nous avons un accord avec les Marocains. Ça doit se passer dans la discrétion totale et absolue parce que les Marocains méritent d'être respectés. Quand ils viennent ici en Israël, ils veulent que ce soit fait dans un certain cadre. Nous respectons le cadre. Et rien n'empêche aujourd'hui de tracer des bonnes relations entre Israël et le Maroc. Sachant qu'également, un autre point qu'on oublie, je ne critique pas ce que vous avez présenté, c'est remarquable, mais il y a un autre facteur, une autre composante. Les Français qui ont émigré ici en Israël contribuent de manière extraordinaire dans la relation Israël-Maroc. Parce que les Marocains travaillent souvent en français. Ils adorent parler le français dans le monde des affaires. Ça ne veut pas dire qu'ils ne parlent pas l'anglais ou une autre langue. La France joue un rôle, mais derrière le rideau, à travers la culture des Français d'Israël, qui n'hésitent jamais à travailler avec le Maroc. Alors, vous parlez de discrétion dans ces relations, dans ces visites de Marocains ici en Israël. Effectivement, ça ne fait pas la une des médias israéliens, à part cette signature en 2020. Est-ce que cette discrétion, donc à la fois ça préserve évidemment le fait
qu'on puisse avancer avec les Marocains, mais d'un autre côté, ça fait aussi penser que peut-être la pression de la rue au Maroc est trop importante pour pouvoir rendre officiel ce genre de relation. On sait qu'il y a la pression de la rue. On sait aussi que les liens entre l'état-major de l'armée israélienne et l'état-major marocain est très puissant. On sait que le palais au Maroc a pris une vraie décision. J'ai rencontré des ministres, des gens de très haut niveau, et à chaque fois, je leur ai posé la question, est-ce que vous allez arrêter ? Au moment où, après 2023, on a vécu des étapes quand même extraordinaires ici en Israël. Eh bien, les Marocains m'ont dit, c'est une décision profonde et absolue. Nous n'allons pas retourner en arrière et vous allez le voir. Et les Marocains ont respecté l'accord cadre avec Israël. C'est quand même assez extraordinaire. Ce que je sais aussi, c'est que l'état-major de l'armée israélienne considère les Marocains comme étant assez exceptionnels. On va en parler justement. Et je crois que ça joue beaucoup. La rue, c'est la rue. Vous savez, en France, il y a des manifestations place de la République tous les dimanches, tous les samedis. So what, il faut continuer, les relations continuent. Alors justement, on vient d'évoquer les liens historiques, humains et économiques entre Israël et le Maroc. Vous venez d'évoquer aussi brièvement l'aspect sécuritaire. Et justement, ce rapprochement repose sur un autre pilier, plus stratégique encore, Chani, c'est la coopération sécuritaire qui est l'une des plus importantes d'Israël avec un pays arabe. Exactement, et il y a même un programme de coopération militaire qui a été signé entre le Maroc et Israël. Et cet accord, il a plusieurs objectifs. Tout d'abord, c'est de renforcer la coordination entre les deux armées, de partager les renseignements et surtout de planifier tous les défis sécuritaires à venir. Pour ça, le Royaume s'est équipé de systèmes de défense aérienne, de satellites d'observation, des canons automoteurs aussi de Elbit Systems, et le Maroc développe aussi, il faut savoir, une coopération industrielle avec Israël dans le domaine notamment des drones militaires, avec aussi des projets de production sur le sol marocain. Il faut savoir que ce programme de coopération sécuritaire, il a quand même un intérêt pour les deux pays. Pour Rabat, ce serait de moderniser ses forces armées face aux tensions autour du Sahara occidental et à l'instabilité chronique du Sahel. Et pour Israël, eh bien, il faut savoir qu'Israël voit dans le Maroc, évidemment, un partenaire clé et surtout une porte d'entrée vers l'Afrique de l'Ouest et des régions où les enjeux sécuritaires sont quand même très importants. Et il faut aussi savoir que Rabat est un acteur central aussi des exercices militaires internationaux et notamment African Lion. Et justement, le Maroc va même jouer un rôle important dans l'après-guerre à Gaza. Exactement, et dans les prochaines semaines, il va accueillir le premier entraînement de la force multinationale qui sera chargée d'intervenir dans la bande de Gaza. Il faut savoir qu'à la base, le Conseil de la paix avait prévu que cet entraînement se ferait en Jordanie, mais face aux tensions sécuritaires, ça a été déplacé au Maroc. Et le Maroc devrait aussi déployer à peu près 500 soldats sur place. Il faut savoir aussi que jusqu'à présent, il y a 4 pays qui ont accepté d'envoyer leurs troupes dans la bande de Gaza, donc le Maroc, le Kosovo, le Kazakhstan et l'Albanie. Et ces soldats seraient notamment chargés de sécuriser ce qu'on appelle la nouvelle Rafah. Ça vous étonne que l'aspect sécuritaire ce soit l'un des plus importants piliers de cette coopération entre les deux pays ? Je ne suis pas vraiment étonné. Vous avez parfaitement raison. Quand même, sur le plan historique, la très grande solidité entre Israël et le Maroc, c'est l'irrigation. On a le groupe Netafim du kibbutz ici en Israël qui a transféré ses technologies et ses savoir-faire. Nous avons énormément d'ingénieurs israéliens qui sont allés au Maroc. Le groupe Netafim est très très présent, donc c'est un élément absolument fondamental. Et nous avons également dans le domaine du cyber, donc cyber civil, cyber militaire, des transferts de technologies et de savoir-faire. Donc il faut savoir un point qui est crucial entre Israël et le Maroc, c'est que les Israéliens ont compris que les Marocains n'ont pas envie d'avoir, vous savez, des produits finis, technologiques, qui soient très beaux et autres. Les Marocains ont compris que les Israéliens pouvaient transmettre les technologies et le savoir-faire. Ça veut dire que quand vous avez des ingénieurs marocains, et il y en a énormément, vous avez des ingénieurs du Technion ici en Israël ou d'ailleurs, puisque maintenant on a beaucoup d'écoles d'ingénieurs ici en Israël. Lorsque les deux parties sont ensemble, les Israéliens sont transparents, transmettent les savoir-faire et autres, et n'hésitent pas, ne s'auto-limitent pas. Ce qui était le cas pour les Français. Les Français ont toujours transféré des technologies et des savoir-faire. Je l'ai vu dans le cas du TGV, des accords
dans le domaine du TGV au Maroc. Mais les Français s'arrêtaient à un moment donné dans le transfert de technologie et les secrets de fabrication n'étaient pas transmis. Alors que les Israéliens, c'est un atout absolument majeur, transmettent des secrets de fabrication. Donc du coup, les Marocains sont abasourdis, ils disent « mais qu'est-ce qui se passe ?» Les Israéliens disent « ne vous inquiétez pas, on vous transmet ce qu'on peut transmettre ». Mais connaissant très bien les Israéliens... Oui, ils continuent d'avancer, en fait, les Israéliens. Voilà, donc vous allez chez Raphaël, à côté de Haïfa, dans cette entreprise qui est magnifique. Il y a toujours des technologies nouvelles qui se développent. Donc les Israéliens transmettent les technologies et ensuite les améliorations. Donc c'est une amélioration constante. Les Marocains n'hésitent pas à poser des questions aux Israéliens. Et beaucoup de gens ne savent pas que le Maroc fournit un nombre d'ingénieurs absolument incroyable tous les ans. Vous avez des écoles d'ingénieurs qui sont au Casa, Rabat, également Meknes, qui fournissent donc une véritable valeur ajoutée des ingénieurs. Je suis né à Meknes au Maroc, je le dis, chaque fois que je fais une conférence en France. C'est important. Et je suis très fier d'être également meknessi. Alors là, on va se rendre à Tanger, si vous le voulez bien, parce que jusqu'ici, nous avons regardé cette relation depuis Israël. Il est temps maintenant de passer de l'autre côté et de comprendre comment ce rapprochement, cette relation est vécue au Maroc. C'est notre prise de vue. Et nous sommes en ligne depuis Tanger avec Jamal Amiar. Bonsoir. Bonsoir, Myri. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste, enseignant et écrivain, spécialiste des relations entre le Maroc, Israël et les Juifs marocains. Vous avez notamment consacré plusieurs ouvrages à cette histoire, mais aussi à la position très particulière du royaume entre Israël et la cause palestinienne. Alors justement, comment est-ce que cette relation entre le Maroc et Israël est-elle perçue d'un point de vue de l'opinion publique marocaine ? Alors, d'abord, c'est une relation qui est très ancienne, qui est très riche, qui est basée sur, bien sûr, comme vient de le dire votre invité, beaucoup sur le sécuritaire et le militaire, mais aussi le business, l'agriculture. Netafim est présente au Maroc depuis, je crois, le milieu des années 80. Mais aujourd'hui, avec l'évolution de la situation politique au Moyen-Orient, notamment, il y a eu les accords d'Abraham qui ont un peu déverrouillé, si on peut dire, l'espace de l'opinion publique. Mais ensuite, il y a eu le 7 octobre, grand choc pour les Israéliens et les Juifs. Mais ces conséquences, c'est-à-dire la riposte israélienne, a créé un effet inverse. Là où il y avait de l'empathie pour ce qui s'était passé le 7 octobre, cette empathie s'est complètement renversée au profit, disons, des Palestiniens avec ce que Gaza a subi. Donc l'opinion publique marocaine, comme vient de le dire également votre invité, et comme toutes les opinions publiques internationales aujourd'hui, c'est-à-dire que les actions militaires d'Israël, que ce soit à Gaza, en Cisjordanie, que ce soit... ça c'est plus à relativiser avec le Liban, le Hezbollah, etc., mais aussi les attaques sporadiques contre la Syrie, l'opinion publique n'a pas évolué favorablement sur ce dossier Maroc-Israël au cours des dernières années. Alors depuis le 7 octobre, et comme vous dites, la riposte israélienne, pourtant, le Royaume maintient ses relations avec Israël, alors que d'autres ont décidé de tourner le dos ou geler quelque part ces relations. Ce n'est pas le cas du Royaume chérifien. Comment est-ce qu'on explique cet équilibre, d'un côté soutenir la cause palestinienne, comme le fait le Maroc, et de l'autre maintenir ses relations diplomatiques avec Israël ? Vous savez, j'ai beaucoup étudié la relation maroco-israélienne et le judaïsme marocain, mais mon deuxième axe d'étude, c'est également la relation du Maroc avec les Palestiniens. Je crois que le Maroc a tenté, avec pas mal de résultats positifs, à garder une ligne médiane et favorable à une solution à deux États, rapprocher les points de vue israéliens et palestiniens, et même avant israéliens et palestiniens, israéliens et arabes, avec tout ce qui s'est préparé au Maroc avant les accords de Camp David. Alors on ne parlera pas des accords d'Oslo, ça on le sait beaucoup plus. Il faut aussi rappeler que le Maroc n'a pas établi des relations diplomatiques avec Israël en 2020, mais en 2020 ça a été une reprise. Les relations diplomatiques ont été établies en 1994, après donc entre Oslo I et Oslo II, pour être rompues en 2000
en raison de la deuxième intifada. Je crois que malgré ce qui s'est passé le 7 octobre et ensuite, le Maroc a réagi en tant qu'État dans ses relations avec un autre État qui est l'État d'Israël. Et je ne vois même pas, honnêtement, parmi, par exemple, les États signataires des accords d'Abraham, personne n'a fait marche arrière. L'Égypte, qui a signé en 78-79 un traité de paix avec Israël, en bonne et due forme, n'a pas fait marche arrière. La Jordanie, pas du tout. Et vos bulletins d'information, je pense, le disent ces jours-ci, la Jordanie joue même un rôle de bouclier pour Israël. Donc, je pense que les relations maroco-israéliennes, les liens entre les Juifs marocains d'Israël et du monde avec leur pays d'origine, le Maroc, sont très fortes. Et puis, la raison d'État et la diplomatie. Et de ce point de vue-là, je pense que le Maroc est cohérent. Alors, c'est le moment de notre question croisée. Alors, je vais vous poser la même question à tous les deux. Vous allez répondre chacun à votre tour. Les relations entre Israël et le Maroc sont-elles aujourd'hui suffisamment solides pour résister à n'importe quelle crise régionale, notamment, ou est-ce qu'elles risquent peut-être, par manque de discrétion parfois des Israéliens, vous l'avez dit tout à l'heure, vous parliez de discrétion. On va commencer par vous, Daniel Rouache. Écoutez, moi... pas besoin de faire des grandes discussions. À Paris, au mois de juin, j'ai invité Franck Meloul pour présenter Abraham Intech. Il a présenté son prochain livre. À ce moment-là, à Vivatech, le très grand salon technologique, il y avait des Marocains, des Israéliens et d'autres pays qui étaient là. Et les relations se sont passées de manière extraordinaire. Il n'y a aucune raison que ça puisse s'arrêter. Je veux donner quand même un ingrédient, on en parle très peu. J'ai invité ici à Tel Aviv ceux qui ont signé l'accord, donc ceux qui tournent autour de Kouchner et qui ont poussé à cet accord. C'est un accord messianique, c'est-à-dire que la Torah est derrière. Ils sont tous religieux, tous les gars qui ont signé, qui portent des kippas. À Tisha B'Av, ils s'assoient par terre, ils sont très, 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 très impliqués. Il y a des rabbins également au Maroc qui étaient derrière. Et derrière ça, il y a une volonté farouche des Israéliens de dire, malgré les divisions, malgré les désaccords, on continue avec les Marocains. Et les Marocains le savent. Ils savent que les Israéliens aiment le Maroc, le vrai Maroc, pas un Maroc imaginaire. Jamal Amiar, je reviens sur la question. Est-ce qu'il y a suffisamment de bases solides pour résister à n'importe quelle crise dans cette relation ? Alors, moi, je dirais qu'il y a des bases solides pour résister à n'importe quelle crise. Je dirais plutôt oui, mais cela va dépendre de plusieurs choses dans les mois qui viennent. Ça va dépendre de l'action que mène l'État d'Israël en Cisjordanie en ce moment et depuis plusieurs mois, qui est assez inquiétante. Et ça va dépendre des résultats des élections israéliennes fin octobre. On a aussi des élections législatives au Maroc fin septembre, même si celles-ci, contrairement à d'autres pays dont Israël ne se joue pas beaucoup sur la diplomatie, mais je pense que ce que les Marocains voient sur leur téléphone et sur leur écran de télévision les affecte par rapport à ce qui se passe en Cisjordanie et à Gaza, ce qui n'empêche pas que Marocains et Israéliens ont su, au cours de ces dernières années, relations diplomatiques ou pas, crise politique ou pas, toujours trouver des terrains d'entente avec le Maroc qui peut aider quand il peut aider, et avec Israël susceptible de faire certains gestes quand cela est nécessaire. Mais c'est difficile à prédire. Très honnêtement, aujourd'hui, c'est difficile à prédire. En tout cas, brièvement, quel est selon vous le principal message qu'il faut retenir de cette relation si particulière ? Et finalement, quand je vous écoute, l'un et l'autre, c'est des relations interhumaines plutôt, dont on parle ici. Écoutez, j'ai assisté à des dizaines de réunions, à également des webinars. À aucun moment, et j'exagère pas, à aucun moment, du côté marocain, on a parlé des Palestiniens. Chaque fois, ceux qui étaient là se sont focalisés
sur les réalisations opérationnelles. Et le nom que je peux vous dire qui symbolise tout, c'est Maurice Lévy. Maurice Lévy est né au Maroc, il connaît le Maroc, et à chaque fois, les interlocuteurs, que ce soit du côté israélien ou marocain, se sont focalisés sur une phrase en anglais, c'est « What can we do together ?» Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Et à travers ça, on va très très loin. Donc ça ne veut pas dire que les Israéliens mettent de côté les problèmes. Et quand vous vous occupez d'irrigation, c'est l'irrigation, c'est le terrain qui compte. Lorsque vous vous occupez du cyber, vous avez des résultats, etc. Donc les grands groupes industriels israéliens sont conscients des problèmes. Ils ne mettent pas les problèmes sous le tapis. Ils vivent comme tout Israélien qui vit ici. Nous avons plus de 2 millions d'Arabes qui vivent en Israël. Ça ne nous empêche pas de travailler, de continuer et de construire. Et tout ça n'est pas théorique, c'est opérationnel, concret. Donc en fait, c'est mettre en avant ce qu'on a de commun plutôt que ce qui nous différencie. يعني كما شفتوا الاخوان يقدر يبان لك الامور عاديه بحال الدعم الامريكي، وهذا الدعم الامريكي ديما كيهضروا على المغرب والبرقيات من طراب من هنا ومن لهي، يعني كيبقى حليف المغرب حليف قوي، يعني ضروري يتكلموا عليه، ولكن باش انه يتكلموا عليه في هذه الظرفيه هذه كيخلي بزاف فرضيات كما قلنا انه المغرب غيلعب واحد الدور مهم في مضيق جبل طارق. وفي هذا الحلف الثلاثي نقدروا نقولوا المغربي الامريكي الاسرائيلي في المنطقه كاين توجس عند حتى عند اسبانيا. راه اسبانيا راه مخلوعه من العلاقه العسكريه نقدروا نقولوا وانتقال او نقل التكنولوجيا ما بين اسرائيل وما بين المغرب. يعني راه كيفكروا في هذه الامور. هذا ما نهضرش على الجزائر خلاص، ولكن هذا الشيء كامل واش يخلي المغرب غيكون واحد الحليف قوي وإعادة كتابة يعني السيادة اللي كتكون في البحر الأبيض المتوسط، وخصوصا في مضيق جبل طارق، لأن قلنا المضيق جبل طارق هو يعني يكون له واحد الشريان آخر من بعد ما كاين الحرب على المضايق. وشنا مؤخرا أجدرت إيران خلاص الهرمز وباب المندب. يعني كاين هذه القضيه هذه، واش هذا الشيء كيبغيو يوصلوا واحد الرساله بان المغرب يكون عنده دور مستقبلا. انت كمغربي او غير مغربي شنو بان لك في هذه القضيه هذه؟ واش هذه غير تمهيد ان المغرب غادي يكون عنده واحد الدور قوي، او هي يعني مسانده عاديه لواحد الحليف عسكري؟ وبطبيعه الحال في هذا نقدروا نقول بين قوسين في هذه المرحله اللي كنا احداث السبته خاصو يكونوا معاه ويساندوه اعلاميا. تفاعل معي في هذا الموضوع وقول لي الراي ديالك، اكيد غنبقاو نتبعوا هذا الموضوع هذا الى فيديو اخر ان شاء الله. تهلاو.